Elle rentre tout juste de Brive, où le prix de la langue française lui a été remis. L'historienne Mona Ozouf se voit ainsi récompensée pour son œuvre qualifiée d'élégante et libre. Historienne, philosophe, écrivain, elle a consacré l'essentiel de ses travaux à l'école publique et aux révolutions, deux thèmes ô combien d'actualité. Bonsoir Mona Ozouf. Bonsoir. Merci d'être avec nous et bienvenue sur TV5 Monde. Votre nouveau livre qui est publié chez Gallimard s'appelle « De la Révolution en République, les chemins de la France », 1400 pages tout de même, on va bien entendu en parler. Commençons, si vous voulez bien, ce soir par la disparition d'André Glucksmann. C'est une figure intellectuelle qui a compté dans la vie française. Que vous inspirait-il, cet homme? Écoutez, là, pour le moment, ça m'inspire de la mélancolie, parce que sa disparition me chagrine, et par ailleurs, l'évocation d'André Glucksmann me fait aussi réviser ma jeunesse. Je suis plus âgée que lui, et j'avais commencé à être désenchantée de l'engagement communiste qui a été le mien. J'ai fait, comme beaucoup de gens de ma génération, un stage de jeunesse au Parti communiste. Et j'étais déjà désenchantée lorsque sont parus les livres d'André Glucksmann, et en particulier la cuisinière et le mangeur d'hommes, qui a vraiment révolutionné la pensée. Mais vous qui êtes justement une spécialiste du sujet, entre guillemets, des révolutions, aussi des totalitarismes, comment est-ce que vous appréciez ce parcours que vous avez connu d'une certaine manière, vous venez de le dire? Écoutez, c'est un parcours qui a été tout à fait exemplaire, parce que non seulement il était nourri par la réflexion d'André Glucksmann, mais aussi porté par une sorte d'énergie hors du commun et presque de juvénilité qui a duré jusqu'au bout. Alors, il incarnait, André Glucksmann, une certaine idée des intellectuels français engagés dans des sujets d'actualité. La guerre en Tchétchénie, on vient d'en parler dans le rappel des titres. Pour les uns, c'est positif, d'autres sont plus critiques. Ils parlent d'une trop grande médiatisation. Vous, d'ailleurs, en 2003, Mona Ozouf, vous étiez signataire d'une pétition pour l'intervention militaire en Irak de Saddam Hussein. Quel regard portez-vous sur ces polémiques qui surgissent parfois? Enfin, moi, j'ai eu tout à fait tort de signer cette pétition. C'était après la lecture d'un rapport de Hans Blix que j'avais soigneusement lu et qui m'avait convaincu effectivement de l'existence des armes de destruction massive. Et là, j'ai eu tort parce que voilà, je me suis engagée après cette lecture. En fait, je ne le ferai plus aujourd'hui. C'est un regret. Alors vous rentrez, je le disais, tout juste de Brive, dans le sud de la France, où vous avez reçu ce prix de la langue française. Votre œuvre est monumentale d'un point de vue historique, philosophique. Alors, je le dis, élégante et libre. Qu'est-ce que ça vous fait? Plaisir, évidemment. Plaisir. D'ailleurs, le prix de la langue française est un prix qui me fait particulièrement plaisir. J'ai eu des prix d'histoire dans ma vie, mais j'ai eu 2 prix de français, et d'une certaine manière, ils encadrent mon existence. J'ai eu à 16 ans le premier prix de français du concours général des lycées et collèges. J'étais dans un petit collège obscur de Bretagne, et sur un sujet que je trouve toujours intéressant, et qui était celui-ci. Diriez-vous avec Pascal que les meilleurs livres sont ceux que ceux qui les lisent croient qu'ils auraient pu faire? Un sujet qui donne toujours, je trouve, à penser. Donc c'est mon premier prix de français, et ce second prix de français vient, je ne sais combien d'années après, mais boucle d'une certaine manière une existence qui est, je crois, encore peut-être plus intéressée par la littérature que par l'histoire. Alors on va parler tout à l'heure de l'importance de la langue, de l'apprentissage, de la lecture dans les débats qui tournent autour de l'école. Mais quand on a une œuvre comme la vôtre, en quoi c'est important la langue française? Qu'est-ce qu'elle revêt au fond? Écoutez, malgré le prix que je viens d'avoir, moi je n'ai pas un fétichisme de la langue française comme la langue la plus belle ou la plus économique ou la plus rigoureuse. Enfin, on entend tout ça. Peut-être pour une raison de circonstance, c'est que ma langue maternelle, c'est le breton, bizarrement. Je suis la fille d'instituteurs laïcs qui avaient l'originalité de croire à la culture régionale, de la défendre, et qui ont eu la volonté de m'apprendre le breton avant que je ne sois contaminée par l'école française et jacobine. Et donc, aujourd'hui, ça me fait un plaisir particulier de recevoir ce prix de langue française, alors que j'ai été élevée en breton. Et au fond, ça illustre la cause des langues régionales que la France peine tant à défendre.
Alors, votre nouveau livre, je le disais, Mona Ozouf, s'appelle « Deux révolutions en République, les chemins de la France », édition Gallimard, 1400 pages, qui explique au fond comment cette notion de République même s'est forgée en France dans le sillage de la Révolution, comment aussi elle s'est amendée elle-même au fil du temps. Aujourd'hui, vous écrivez que la République est engourdie, mais pourtant, tout le monde quasiment dans la classe politique, depuis les attentats de Paris, se l'approprie de l'extrême gauche à l'extrême droite. Oui, quand j'ai écrit la préface du livre, c'était en décembre dernier, j'ai écrit qu'en effet, on pouvait penser aujourd'hui que les enjeux qui avaient mis en route tant d'ardents révolutionnaires et de républicains étaient quelque peu somnolents. Mais j'ai ajouté, et d'une certaine manière c'était prémonitoire, qu'on ne sait jamais qu'un nouvel événement, que de nouvelles circonstances peuvent, je crois que c'était le terme que j'avais moi-même employé, réanimer ces enjeux engourdis. C'est dans ce contexte que j'ai employé le mot engourdi. Et de fait, il me semble que ce qui s'est passé en janvier dernier a refait surgir des valeurs républicaines que nous avions peut-être un peu oubliées. Une sorte de socle commun qui est fait pour l'essentiel, je crois, de l'héritage des Lumières. Ouais. Alors justement, on profite de votre venue ce soir sur TV5 Monde Ozouf pour vous demander de nous aider à mieux comprendre ce qu'est la République. Le thème, disons-le, est devenu galvaudé, même si, comme vous le dites, il y a eu ce sursaut citoyen. On a vu beaucoup de gens dans les rues manifester le 11 janvier. Quelle serait, selon vous, la bonne définition de la République ? Si on réfléchit aux valeurs républicaines qui sont à chaque instant maintenant invoquées et même brandies, il y a, je crois, 3 éléments dans les valeurs républicaines. Il y a d'une part l'abstraction des droits. Les droits de l'individu lui sont accordés pas du tout en fonction de ses qualités, ni de sa fortune, ni de sa naissance, ni de sa beauté, ni de son intelligence, ni de son mérite, mais parce qu'il est un individu dénué de toute qualité, comme le vote est accordé à quiconque. Bon, là, il y a quelques nuances à apporter, mais enfin. Donc, il y a l'abstraction des droits, et qui est quelque chose de formidable, parce que si les droits étaient liés à une quelconque de ces qualités que j'ai énumérées, ils n'auraient plus aucune valeur émancipatrice. Or, ils l'ont. Donc, l'abstraction des droits, les termes de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, moins facile à accorder les uns aux autres qu'on ne le pense communément, mais ça c'est une autre histoire, et aussi la laïcité, qui est une composante. Dans ces 3 termes, je crois, tient l'essence de la République française. Vous avez dit liberté, égalité, fraternité, Mona Ozouf, beaucoup, notamment dans les quartiers fragiles, beaucoup de jeunes issus de l'immigration disent ça c'est sur le papier, ça n'existe pas. Que répondre à ces jeunes aujourd'hui ? Il faut répondre quelque chose de simple, c'est que effectivement la liberté, l'égalité, la fraternité sont des valeurs et non des faits. Mais que ça n'est pas parce que la liberté, l'égalité, la fraternité ne se réalisent pas toujours dans les faits ou se réalisent très imparfaitement que ces valeurs cessent d'être des valeurs. C'est même exactement le contraire. C'est parce que ces valeurs luisent à l'horizon que les hommes peuvent être mobilisés dans les combats pour les faire exister. Et donc, je crois que l'argument ne vaut rien, en fait. Histoire de la République, mais aussi donc histoire de la République. Vous êtes l'une des meilleures spécialistes de l'école publique. Aujourd'hui même, Najat Vallaud-Belkacem, la ministre française de l'Éducation nationale, se mobilise pour lutter contre la ségrégation sociale, pour en finir avec ce qu'elle appelle les collèges ghettos. Elle a d'ailleurs lancé un nouveau plan expérimental dans plusieurs régions. L'objectif, c'est plus de mixité sociale. Alors, on va être très précis. Vous êtes une spécialiste de Jules Ferry, donc, et on a le sentiment que cette école publique, elle n'a cessé de se désagréger au fond au fil des années, qu'elle est en panne et qu'elle est incapable de produire de l'égalité. Oui, il y a effectivement une crise de l'école qui est due à la dénivellation entre la promesse qu'elle fait. L'école républicaine fait effectivement la promesse de l'égalité et la tient parfois. Mais je voudrais quand même ajouter un petit bémol, c'est qu'on surestime parfois les réussites du passé. Et on sous-estime les efforts du présent. Il y a aujourd'hui dans la critique de l'école quelque chose qui me choque, à la fois par sa complaisance, souvent son injustice, sa radicalité et l'indifférence à tout ce qui se fait
ici et là d'intéressant, en dépit des difficultés inouïes auxquelles sont affrontés les enseignants aujourd'hui. Et au fond, je crois qu'il faut peut-être avoir un peu plus d'attention à tout ce qui se fait à Paris et en province beaucoup, et qui tente à faire vivre l'école républicaine dans son esprit, c'est-à-dire effectivement dans l'espérance de l'égalité. Alors, vous êtes né dans une famille d'instituteurs. Votre mère, en tous les cas, il me semble, l'était en Bretagne. On vous enseignait, vous le disiez tout à l'heure, la langue bretonne. Qu'est-ce qui a changé, au fond, entre l'école de cette époque-là, celle à laquelle vous avez été scolarisé, et celle d'aujourd'hui? C'est le monde qui a changé. C'est pour cela, d'ailleurs, que je trouve très souvent excessif et injuste le procès fait exclusivement aux pédagogues. C'est qu'aujourd'hui, il y a une crise générale de l'autorité, qui est parentale aussi bien que professorale, qui est de toutes les autorités, et que l'école n'échappe pas à cette crise de l'autorité. Et puis d'autre part, nous vivons dans un monde qui est un monde de l'impatience, de la rapidité, et les apprentissages veulent tous de la lenteur. Et l'école du numérique, vous n'y croyez pas, de la patience. Pourquoi? Si, bien sûr. Oui, je crois que l'école peut tout à fait s'ouvrir au numérique. Je crois que la lecture numérique est quelque chose de tout à fait particulier qui est surtout, dirigé vers l'utilité. On prélève un renseignement dans la lecture numérique, mais on ne s'approprie pas le texte, on ne se le met ni en bouche, ni en mémoire. Et c'est cela qui fait, je crois, le prix, la saveur des apprentissages. Merci beaucoup, Mona Ozouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes historienne, philosophe, écrivaine. Votre nouveau livre est publié chez Gallimard. Il s'intitule « De révolution en République, les chemins de la France ». Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.